Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un méga update lecture. En fait, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas fait mon bilan du mois de décembre en termes de lecture et on est fin janvier, donc je me suis dit pourquoi pas faire le bilan de décembre et de janvier dans la même vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai 10 ouvrages à vous présenter. Ça va dans tous les sens. Il y a de la fantasy, du fantastique, il y a de la jeunesse, il y a du théâtre, il y a du développement personnel. Bref, c'est un update lecture très varié et qui va être assez long, donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai 5 ouvrages à vous présenter pour le mois de décembre et 5 autres pour le mois de janvier, et on va commencer donc par le mois de décembre avec une super découverte qui a été Le Flocon de Bertrand Santini et Laurent Gapaillard, ici aux éditions Gallimard Jeunesse. Il s'agit d'un ouvrage qui se passe pendant l'hiver. C'est un ouvrage assez court qui était extrêmement poétique. J'essaierai de vous insérer quelques pages de cet ouvrage. C'est un album qui m'a beaucoup plu par le dessin qui est notamment réalisé par Laurent Gapaillard, qui est le dessinateur aussi l'illustrateur des couvertures de la saga La Passe Miroir, qui est une saga que j'apprécie tout particulièrement. Comme je vous l'ai dit, ici ça se passe en hiver, la nuit du Nouvel An, et on va suivre l'histoire d'un flocon. Je ne veux pas vous en dire plus parce que c'est très court, mais c'est un ouvrage que j'ai trouvé très poétique, très beau à regarder, qui est parfait pour la saison hivernale s'il vous intéresse. Le seul bémol que je peux lui reprocher, c'est son prix par rapport à la taille du roman, la longueur du livre, parce qu'ici on a 26,50 €. Les pages sont incroyables, hein, les illustrations le sont. Je ne sais pas si ça vaut autant le prix que la longueur de l'ouvrage, qui ne fait malheureusement que une 50aine de pages, mais ça vaut le coup si vous aimez les albums et que vous êtes touché notamment par le coup de dessin, le trait de dessin de Laurent Gapaillard. Je pense que ça vaut le coup de vous le procurer. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de décembre, il s'agit cette fois-ci d'un livre de développement personnel, de non-fiction on pourrait dire, avec Comme par magie de Elizabeth Gilbert, donc Vive sa créativité sans la craindre, aux éditions Le Livre de Poche. Ce nom d'auteur vous dit peut-être quelque chose puisqu'il s'agit de l'autrice de Mange Prix M, qui a été un gros succès en roman et adapté aussi au cinéma avec l'actrice Julia Roberts notamment. Ici c'est un livre qui parle de créativité. Ici Elizabeth Gilbert nous partage son expérience avec la créativité. Elle est autrice, donc elle écrit des romans, mais elle nous partage son expérience et puis quelque chose d'universel qui peut être appliqué à toutes sortes de créativité, la musique, l'écriture, la photographie, bref, tout ce qui rentre dans ce cadre. Elle va utiliser 6 principes qu'elle va développer pour libérer notre créativité, qui sont le courage, l'enchantement, la permission, la persistance, la confiance et la divinité. Donc ici c'est un mélange entre conseils et expérience personnelle. Ça nous permet d'en savoir un peu plus sur son processus créatif, et en fait je trouve qu'elle n'a pas vraiment donné ici de conseils pour s'y mettre vraiment, des conseils pratiques à appliquer par exemple du jour au lendemain pour se mettre à exploiter notre créativité, mais c'est plutôt une réflexion qu'elle lance. C'est un système de pensée, c'est je pense une première étape vers la volonté d'utiliser de manière intéressante sa créativité. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas parce que j'ai trouvé ça bien écrit, ça se lit tout seul. Elizabeth Gilbert, c'est une personnalité qui est extrêmement attachante, même si c'est un livre assez court. J'ai bien aimé son expérience avec la créativité, comment elle trouve les idées de ses romans, etc. J'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, quand j'ai refermé ce livre, j'ai pas forcément eu envie d'écrire un livre, mais j'ai eu envie de trouver ma créativité, de me dire que c'est un processus, un domaine dans le qu'on ne doit pas perdre, que chacun doit exploiter à sa manière, et je me dis que c'est une première lancée, une première étape vers un processus créatif. En tout cas c'est un livre voilà, que je vous recommande beaucoup, je le relirai sûrement dans quelques années, mais il m'a donné le sourire et quand même pas mal de motivation dans ce domaine. On passe à un tout autre genre avec ce troisième livre. Il s'agit d'un roman jeunesse qui a été un coup de cœur et vous l'avez sûrement vu dans ma dernière vidéo coup de cœur de l'année 2020. Il s'agit du premier tome de Nevermoor, The Trials of Morrigan Crow de Jessica Townsend. Ici je l'ai aux éditions Little Brown en VO anglaise, mais il est sorti en français aux éditions Pocket Jeunesse. C'est ici une saga jeunesse qui a fait énormément parler d'elle. On la compare souvent à Harry Potter ou Gardien des Cités Perdues, et je comprends enfin pourquoi. Ça a été une excellente lecture. Ici on va suivre donc Morrigan Crow qui a l'aube des 11 ans et elle vit dans une ville qui s'appelle Eventide. Et dans cette ville en fait elle a une sorte de malédiction, tous les malheurs qui s'abattent sur la ville
sont dirigés contre elle, c'est-à-dire qu'on va l'accuser de tous les maux de cette ville et les enfants qui sont maudits comme elle attendent la veille de leurs 11 ans pour être tués, pour mourir entre guillemets, comme une sorte de sacrifice. Et donc elle attend tranquillement et avec anxiété la veille de ses 11 ans et ce jour-là arrive et en fait ce jour-là un étrange homme qui s'appelle Jupiter North va décider de venir la chercher et l'emmener à Nevermoor où elle a une place beaucoup plus intéressante là-bas, un monde avec de la magie notamment. C'est un ouvrage que j'ai absolument adoré, je me suis beaucoup attachée aux personnages que sont Morrigan mais aussi Jupiter North et les autres personnages secondaires qui sont les amis de Morrigan et tous ceux qui font partie de l'hôtel. Si vous l'avez lu, vous savez de qui je parle. Ce sont des personnages qui sont hauts en couleur, souriants et en même temps avec beaucoup de mystère. On ne sait pas tout dans ce premier tome, on nous laisse quand même une part de mystère que j'aime beaucoup, ce qui est quand même assez rare en jeunesse, on a souvent tendance à donner beaucoup de détails, mais ici il y a quand même une part de mystère que j'aime bien, des personnages qui sont plutôt bien poussés pour de la jeunesse. Pour ce qui est de l'intrigue, je l'ai adoré, ça se lit tout seul, c'était parfait pour la période de Noël, je trouve que c'est un livre extrêmement réconfortant, ça se lit à une vitesse incroyable, on se plonge dans cet univers qui est plein de magie, d'originalité, au niveau des pouvoirs, au niveau du système de magie. La ville de Nevermoor est assez incroyable, notamment avec un système de transport de parapluie. Je ne vous en dis pas plus, mais suffisamment pour vous intéresser. C'est un roman jeunesse qui pour moi est à la hauteur de ces nouvelles sagas dont on parle tout le temps, que sont par exemple Gardien des Cités Perdues, qui me donne aussi très envie de lire le second tome. L'écriture de Jessica Townsend est agréable à lire et pas forcément plus simple que ça pour de la jeunesse. Il y a pas mal de mots que je ne connaissais pas ici et pourtant je lis de l'anglais depuis maintenant quelques années, mais il y a quand même un langage plutôt soutenu par moments pour de la jeunesse et ça c'est cool aussi. Voilà, donc c'est un univers assez incroyable, original, une intrigue qui se lit tout seul, qui est très addictive et des personnages attachants. Sincèrement, si vous voulez vous lancer dans une nouvelle saga jeunesse, je vous la recommande énormément. Dans un tout autre genre, cette fois-ci j'ai eu envie de me plonger dans ma première romance de Noël. Je me suis dit qu'il s'agirait d'un livre assez court et qui me ferait un peu de bien dans cette période des fêtes. J'ai donc lu La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabar aux éditions Charleston Poche. Je sais qu'ici il s'agit d'un deuxième tome, mais qu'on peut lire finalement le deuxième tome séparé du premier. J'avais très envie de lire un roman de Clarisse Sabar qui est plus connue pour ses romans historiques, mais je me suis lancée finalement dans sa romance de Noël, ce qui m'a permis de découvrir sa plume que j'ai plutôt bien appréciée. Ici, dans cette petite romance, on va suivre le personnage principal de Lena qui redoute encore une fois de passer les vacances de Noël avec sa famille puisque chaque année il y a beaucoup de catastrophes et ça ne manque pas cette année. Elle va notamment devoir aller récupérer son père ivre-mort devant une grille de cimetière, son oncle va décider d'inviter un SDF à manger avec la famille, sa grand-mère va l'inscrire sur un site de rencontre et sa mère va décider de la recaser avec son ex. C'est voilà une sorte de roman où il se passe plein de choses, c'est assez drôle, c'est une sorte de comédie romantique hein, en version roman, une sorte de comédie romantique version téléfilm de M6 de Noël. Franchement ça m'a énormément plu, j'ai passé un très bon moment, je ne pense pas que ce soit une lecture mémorable, mais j'ai bien aimé découvrir la plume de Clarisse Sabar. J'ai passé 2-3 jours de lecture qui étaient plaisants, ça m'a fait sourire, j'ai trouvé que c'était vraiment parfait pour la période. Je ne pense pas que je lirai d'autres types de romances comme ça le reste de l'année, mais je pense qu'une fois de temps en temps c'est sympathique. Ça se lit très bien, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'action, on ne s'ennuie absolument pas. La romance était plutôt sympathique, j'ai pas eu un coup de cœur pour les personnages ou leurs relations etc, mais j'ai trouvé ça plaisant, ça se lit très bien. Donc je n'ai pas vraiment grand chose à en dire, mais je pense que si vous avez aimé le premier tome, vous aimerez sûrement la suite. Et si vous avez envie d'une petite idée de romance de Noël pour l'année prochaine, je pense que celle-ci est vraiment parfaite pour la période. Et on va passer d'une romance de Noël à une pièce de théâtre sanguinaire avec Richard III de Shakespeare aux éditions ici Librio. En fait j'ai dû lire cette pièce de théâtre de Shakespeare pour un dossier de cours et du coup je me suis dit que j'allais quand même vous la présenter rapidement ici. C'est ma première pièce de Shakespeare, je n'en avais jamais lu avant et j'aime énormément les pièces de théâtre, contrairement à beaucoup de gens qui aiment aussi la poésie. Moi c'est les pièces de théâtre, mon dada, et du coup je me suis dit que c'était quand même dommage de n'avoir jamais lu Shakespeare. C'est le cas maintenant avec Richard III, une pièce que j'ai beaucoup appréciée, même si ici il s'agit d'une traduction, mais je ne me sentais pas encore de lire du
Shakespeare en anglais, je vous avoue. J'ai beaucoup aimé cette pièce qui est empreinte de sang, de vengeance, de tyrannie. Le personnage de Richard III, c'est quelqu'un d'assez... enfin présenté comme tyrannique, un roi qui veut atteindre le trône et récupérer la couronne face à toute sa famille qui l'en empêche grâce à la manipulation et notamment à la parole. C'est un livre, un classique que j'ai donc beaucoup apprécié, qui fait partie de toute une saga sur, sur la dynastie des Tudors, etc. J'ai passé un bon moment. Je ne sais pas si c'est la pièce de théâtre la plus connue de Shakespeare, mais ça me donne très envie notamment de lire Roméo et Juliette, Hamlet ou encore Othello que j'ai dans ma bibliothèque. Finalement ça a été une bonne introduction pour cet auteur. Voilà, donc déjà là j'ai terminé pour les livres du mois de décembre, donc des livres très très variés. Je suis allée assez rapidement, mais évidemment vous retrouvez les résumés en barre d'infos, et puis je vous ai donné mes avis complets sur certains livres, d'autres je les ai lus assez rapidement, où ils sont assez courts, donc on va cette fois-ci passer au livre de janvier. Le roman qui a fait ma transition entre la fin 2020 et le début 2021, il s'agit du deuxième tome des Outrepasseurs, donc La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Ici il s'agit d'une saga jeunesse young adulte de magie, où on va suivre le personnage de Peter qui a une capacité de se transformer, d'avoir de la magie en lui. J'ai pas vraiment envie de vous en dire plus puisque le premier tome est assez introductif mais nous permet de nous plonger vraiment dans cet univers, mais il ne se passait pas énormément de choses et donc beaucoup d'entre nous avons attendu ce second tome pour vraiment se plonger dans l'intrigue qui se passe de nos jours et qui a beaucoup plus d'action, et c'est le cas. Ce deuxième tome m'a quand même un peu plus réconcilié avec la saga, il m'a donné envie de lire la suite. Donc ici on retrouve forcément le personnage de Peter avec une nouvelle menace qui est la Reine des Neiges. Forcément je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais je me suis beaucoup plus attachée au personnage de Peter, au personnage de sa coéquipière dont je ne me souviens évidemment plus du nom. J'ai aimé ce personnage, pour autant voilà ça n'a pas été un gros coup de cœur, mais j'ai bien aimé le suivre ici. Il y a beaucoup plus d'action, je trouve qu'on va un peu plus loin dans le système de magie de nos jours, les menaces actuelles de magie dans ce Londres, c'était très très intéressant, j'ai beaucoup aimé le développement de l'univers, et comme je vous l'ai dit, bah forcément il y a beaucoup plus d'action, puisqu'ici on n'est plus dans l'introduction mais dans le vif du sujet, il se passe beaucoup plus de choses, de nouveaux personnages nous sont introduits et je les ai beaucoup aimés, ils apportent une sorte de menace et de nouvelles péripéties à l'histoire, et la fin m'a donné qu'une envie, c'est de lire la suite, ce que je vais faire cette année puisque j'aimerais lire le tome 3 et le tome 4 pour finir cette saga. Voilà, donc je vous la recommande beaucoup, c'est une saga française de fantasy fantastique qui est très bien construite, et j'aime toujours autant la plume de Cindy Van Wilder qui est extrêmement bien travaillée. Je trouve que c'est limite du langage soutenu qu'elle utilise, et pourtant c'est une saga young adulte, mais j'aime énormément sa plume qui arrive quand même à me transporter dans ces univers à chaque fois, et j'espère que je continuerai à aimer avec la suite. On continue avec la deuxième lecture du mois de janvier. Ça a été un énorme coup de cœur, une sortie qui était très attendue à la fin de l'année 2020, et je m'y suis plongée dès le mois de janvier et je n'ai absolument pas été déçue, et je rejoins tous les coups de cœur du lectorat français qui a pu découvrir cette saga. Il s'agit du premier tome de Nevernight, donc N'oublie jamais, de J. Christophe aux éditions de Saxus. C'est ici un roman de fantasy adulte avec pas mal de trigger warning, hein, je préfère le préciser, écrit par J. Christophe qui est un auteur de fantasy et science-fiction très reconnu, qui a notamment écrit Illuminae avec Amy Kaufman, et j'ai beaucoup aimé le retrouver ici en solo dans cette nouvelle saga fantasy que nous a publié de Saxus en français, et je les remercie énormément parce que ce livre est une pépite. Ici on est dans un monde où on a 3 soleils qui ne se couchent jamais, et on va suivre une tueuse débutante qui s'appelle Mia Corveret et qui, on le sait dès le début du livre, va voir sa famille se faire assassiner et emprisonner, et elle va donc se retrouver toute seule et va être aidée d'un homme qui va la former pour devenir une assassin, et lorsqu'elle est un peu plus vieille, elle va rentrer dans une école d'assassins pour venger sa famille face à la République. C'est un roman assez incroyable, déjà au niveau de la construction du personnage de Mia Corveret. J'ai énormément aimé ce personnage qui est très humain, et pourtant en fait ouais, elle est humaine
jusqu'au bout des doigts et pourtant elle veut devenir assassin mais elle reste humaine, elle a énormément d'empathie et en même temps elle joue de ses sentiments. C'est un personnage qui je trouve évolue pas mal pendant ce premier tome, je me suis énormément attachée à elle. On a beaucoup de flashbacks par rapport à quand elle était plus jeune et les moments où elle est dans cette école d'assassins et j'ai bien aimé voir un peu son évolution là-dessus. Il y a aussi des personnages secondaires qui sont terriblement attachants et ne vous attachez pas en fait trop à ces personnages secondaires puisque J. Christophe doit être vraiment ami avec George R. Martin et aime bien assassiner ces personnages assez régulièrement histoire qu'on ne s'y attache pas trop. Voilà, donc je préfère vous prévenir, mais c'est assez déchirant au fur et à mesure de l'histoire. Mais ce sont des personnages secondaires que j'ai beaucoup appréciés ici, forcément on s'y attache, forcément on a le cœur brisé pour ceux et celles qui meurent, mais ce sont des personnages secondaires bien construits et que j'ai beaucoup aimés. Pour ce qui est de l'intrigue, il y a énormément d'action dès le début du roman. Comme je vous l'ai dit, dès le début, on assiste à cet emprisonnement et cet assassinat d'une partie de la famille de Mia. Et ensuite, en fait, on ne s'arrête pas. Du début à la fin, il y a de l'action, des péripéties, des retournements de situation. J'ai été surprise à certains moments, ce qui est assez rare finalement dans des romans, que je sois vraiment surprise. Et il y a eu des sacrés retournements de situation. J'ai aussi énormément aimé le fait d'être dans un univers qui se base sur l'Empire romain, donc avec tout le système des consuls, etc. Et pourtant on y apporte une sorte de magie, de secte religieuse assez bizarre. L'univers est extrêmement bien construit et fourni avec, comme je vous l'ai dit, un aspect très religieux, un aspect politique que j'ai beaucoup aimé, une ville dont on découvre un peu l'aspect mais on nous laisse quand même des parts d'ombre qui j'espère nous seront révélées dans les prochains tomes. Mais en tout cas l'univers est assez incroyable avec des cartes qui sont magnifiques à l'intérieur notamment. Et une des particularités de ce livre, c'est notamment les petites notes de bas de page. Il y en a beaucoup, alors certains ça les embête, d'autres pas. Moi j'ai beaucoup aimé parce que parfois l'auteur nous fait des sortes de remarques sur les personnages qui sont assez drôles avec beaucoup de sarcasme. Parfois il s'agit en fait de développer un point de l'histoire, donc une histoire, une légende, etc. qui est juste mentionnée dans le livre et on nous explique d'où ça vient, l'origine et pourquoi on appelle ça comme ça. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, c'est assez original et c'est la première fois que je vois ça dans un roman puisqu'en fait l'auteur s'adresse directement au lectorat et du coup c'est à la fois assez drôle et très intéressant. Mais je comprends que certains n'aient pas vraiment accroché avec cette idée puisque de temps en temps ça rend la lecture assez saccadée et un peu plus longue, mais moi j'ai beaucoup apprécié cet aspect. Et pour finir avec la plume de J. Christophe, comme je vous l'ai dit c'est une plume très addictive qui nous plonge dans une histoire assez incroyable. J'ai eu aucune difficulté à lire ce roman et la fin m'a juste donné envie de lire la suite. Je ne sais pas quand de Saxus la sortira, mais en tout cas je vous recommande énormément ce roman si vous avez envie de découvrir quelque chose d'un peu plus original en fantasy et que vous en avez un peu marre des fantaisies médiévales, je vous invite sincèrement à vous y plonger. On va rester dans l'Empire romain mais cette fois-ci avec une pièce de théâtre. Il s'agit de Britannicus de Racine aux éditions Larousse Petit Classique. On passe à un tout autre genre. J'ai voulu continuer dans ma découverte des pièces de théâtre de Racine à un auteur, un dramaturge que j'affectionne tout particulièrement et qui m'a encore une fois enchantée avec cette histoire. Ici on va assister à la montée en puissance du tyran sanguinaire Néron qu'on connaît tous souvent de l'histoire romaine. On va suivre l'histoire de sa mère Agrippine qui est une mère assez possessive, de son demi-frère Britannicus mais aussi de l'amante de Britannicus, Junie, qui va être partagée entre Néron et Britannicus. Forcément ça finit en vengeance, assassinat et autres manipulations. C'est un peu les critères des pièces de théâtre de Racine finalement. Je n'ai pas forcément grand chose à en dire, c'est une pièce qui m'a beaucoup plu, j'étais encore enchantée par les Alexandrins de Racine. J'aime beaucoup aussi découvrir un peu l'histoire romaine à travers sa vision à lui. Forcément il y a des choses qui sont réalistes, d'autres non, mais j'ai beaucoup aimé cette montée en puissance de Néron qui est un personnage qu'on connaît tous, mais j'ai bien aimé suivre cette histoire à travers le point de vue d'Agrippine, de Britannicus. Voilà, donc je pense que si vous avez aimé d'autres pièces de Racine, vous passerez un bon moment avec celle-ci. Je n'ai pas forcément grand chose à en dire plus, mais il s'agit encore une fois d'une pièce de théâtre de Racine que j'ai beaucoup aimée et j'espère pouvoir lire ses autres ouvrages dans les années à venir. On passe à du développement personnel avec un livre que j'ai fini très récemment. Il s'agit de Un rien peut tout changer de James Clear aux éditions Larousse.
Peut-être que ce livre ne vous dit rien, mais si je vous donne peut-être la couverture et le titre en anglais, ça vous dira quelque chose. Il s'agit de Atomic Habits. C'est un livre de développement personnel que j'ai vu passer partout sur toutes les chaînes de développement personnel, de productivité, etc. en anglais, et je ne savais absolument pas qu'il était sorti en français, donc je voulais le lire en anglais, mais finalement ma mère l'a trouvé en français. Il est sorti il y a déjà 2 ans et j'en ai absolument jamais entendu parler en français, donc je me suis dit c'était le moment de m'y plonger. Ici on va suivre James Clear qui va nous parler de ses systèmes d'habitude à mettre en place pour être plus productif et atteindre ses objectifs. C'est un livre qui a été extrêmement intéressant, les systèmes qu'il présente, les exemples qu'il prend, même si ici c'est une traduction en français, j'ai trouvé la plume de James Clear très claire, très simple et pourtant très prenante. Il met en place beaucoup de conseils de systèmes qu'on peut mettre en place du jour au lendemain, contrairement au livre que je vous ai présenté avant qui est Comme par magie. Cette fois-ci là c'est du concret, vous pouvez mettre en place des choses dès le lendemain de votre lecture sur vos habitudes pour vraiment atteindre les objectifs que vous souhaitez. Et il s'agit ici du mantra de mettre en place des petites habitudes pour avoir des gros impacts plusieurs années ou plusieurs mois après en fonction de vos objectifs. Donc c'est un livre que je relirai avec grand plaisir et je voulais savoir si ça vous intéressait que je fasse une vidéo juste sur ce livre pour vous montrer moi comment je mets en place mes habitudes, les conseils que donne James Clear. Forcément je ne vais pas tout vous dire et tout vous spoiler parce que l'idée c'est aussi que vous lisiez le livre, mais j'aimerais bien vous faire un livre sur la productivité et la mise en place d'habitudes, surtout en ce moment avec la pandémie. On est tous, pour la plupart chez nous, en tout cas quand on est étudiant, étudiante, et le fait de mettre en place des habitudes, ça nous permet de ne pas sombrer dans une sphère de dépression et de se dire qu'on fait quand même des choses dans notre journée pour tenir le coup, pour se faire du bien et pour atteindre nos objectifs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est un type de vidéo que j'aimerais bien mettre en place sur ma chaîne, notamment au niveau du développement personnel, qui lirait aussi mes vidéos sur les études. En tout cas voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, s'il vous intéresse je vous le conseille vraiment. Et j'ai terminé le mois de janvier avec malheureusement une petite déception, une lecture assez mitigée avec le 4e tome de la saga Insaisissable, donc Shatter Me. Ici c'est Restore Me de Tahereh Mafi. Je pense que vous connaissez cette saga qui a eu quand même beaucoup de succès en France et dans les pays anglophones. J'ai adoré la première trilogie qui était assez incroyable. On suivait le personnage de Juliette qui avait un pouvoir létal, elle ne pouvait pas toucher les gens sans les tuer, forcément avec beaucoup de romance, notamment les personnages de Adam et de Warner qu'on connaît tous. Et plusieurs années après la fin du 3e tome, qui moi me suffisait très bien, Tahereh Mafi a décidé de relancer une nouvelle trilogie, la suite, donc elle reprend vraiment 15 jours après la fin du 3e tome. Et je m'étais dit à l'époque, parce que j'ai déjà acheté ce livre il y a 3 ans, quelque chose comme ça, que j'aimerais bien découvrir la suite puisqu'il y avait eu quand même pas mal de bons avis dessus. Et quelle a été ma déception quand j'ai commencé à lire ce livre? Il y a beaucoup de points qui m'ont déçue et je suis pas la seule à penser ça, donc malheureusement je pense que je ne continuerai pas la saga malgré certains bons points de ce 4e tome. Je pense que c'était peut-être la trilogie de trop, mais je comprends pourquoi certains et certaines l'ont aimé, mais je ne suis pas une assez grande fan pour continuer. Donc comme je vous l'ai dit, on est 15 jours après la fin du 3e tome, forcément je ne vais pas vous spoiler, mais on va continuer à suivre le personnage de Juliette et notamment de Warner. Ces personnages, on a l'impression qu'ils sont retournés au stade mental, évolutif, sentimental du 1er tome. On a l'impression que le tome 2 et le tome 3 n'ont jamais eu lieu et que ce sont encore des enfants qui ne savent pas ce qu'ils font là. J'ai pas du tout retrouvé la Juliette que j'aimais beaucoup dans le 3e tome, qui avait énormément évolué pendant la première trilogie. Là, elle a un manque de confiance en elle incroyable malgré ce qu'elle a fait et voilà, j'ai l'impression d'avoir une vraie adolescente de 17 ans dans ce roman, mais qui est du coup pas très intéressante à suivre, qui doute de tout ce qu'elle fait et du coup ça en devient un peu énervant. Et pour le personnage de Warner, qui est un personnage qui dès la première trilogie nous est présenté comme assez froid, quelqu'un qui contrôle énormément ses émotions, bah là c'est pareil, on a l'impression de retrouver un ado de 15 ans qui a sa première copine, qui ne sait pas gérer ses sentiments, et c'est pareil, c'est très agaçant. Donc j'ai malheureusement pas eu un énorme coup de cœur pour ces personnages dans ce 4e tome. Je vais garder ma vision des personnages du 3e tome, ça sera beaucoup mieux. On est dans une intrigue qui se lit toujours aussi bien, la plume c'est toujours aussi fluide, même si parfois j'ai trouvé que certains dialogues étaient assez mal écrits, on va pas se mentir, mais ça reste quand même un livre qui se lit très vite, c'est pour ça que je l'ai lu en entier. L'intrigue est extrêmement longue, on doit attendre les 200 pages pour qu'il se passe enfin quelque chose d'intéressant, et j'ai trouvé qu'en fait l'autrice elle traînait tellement en longueur.
dans ce tome. Finalement quand on fait sur 400 pages, on fait le petit bilan de ce qui s'est passé, il s'est pas passé énormément de choses d'incroyables, même si les 200 pages par la suite, de 200 à 400 pages sont beaucoup plus fournies en termes de rebondissements et d'action. Les 200 premières pages, forcément il ne se passe rien et c'est vraiment dommage. L'univers n'est pas vraiment développé ici, alors que ça l'avait été beaucoup pendant la première trilogie. Là j'ai trouvé qu'on faisait un peu du surplace, on nous annonce quelque chose au début du roman et en fait on reste sur cette même idée et du coup on perd le développement de l'univers au profit du développement psychologique des personnages qui est un peu inexistant je trouve, même si à la fin Juliette se réveille enfin et ça fait du bien. Mais il faut quand même attendre la fin du 4e tome. Les personnages secondaires ont totalement disparu de cette histoire. Des personnages que j'apprécie énormément pendant la première trilogie sont inexistants. On fait juste mention de leur présence et c'est tout. Tahir ma fille, elle mettait vraiment en avant ses personnages dans la première trilogie, elle les développait beaucoup psychologiquement et malheureusement ça n'a pas été le cas ici, donc ça a été une petite déception ce roman. Il y a beaucoup de choses qui m'ont perturbée et même si la fin est très intéressante et c'est un gros cliffhanger, on va pas se mentir, je pense que ce n'est pas suffisant pour que j'arrive à lire le 5e et le 6e tome. Si vous avez aimé la première trilogie, mais faites votre avis sur la 2e et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà tout le monde, cet énorme update lecture est enfin terminé. J'espère que ce n'a pas été trop long. J'espère que je vous ai donné envie de lire certains livres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement, quels ont été vos coups de cœur de ce début d'année. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!